On va essayer de mener les discussions de cette troisième table ronde qui est sur la question de pourquoi et comment appuyer l'intégration des résidents dans la vie de la société en prenant comme base les ressources qui existent dans les foyers, les possibilités des foyers. On va essayer de le faire relativement efficacement, puisque notre ambition, c'est quand même de finir à 6h30, le temps de faire une petite pause et de se détendre et d'entrer avant le démarrage à 19h de la soirée. Alors, je présente les uns et les autres. La première personne qui va parler, c'est Daniel Cobello, qui a travaillé à ma droite, qui a travaillé au sein de Sundiata Nouvelle, Aftam et Coalia. Donc, il a une longue expérience d'être gérant ou d'être responsable de résidence dans les foyers associatifs. Il a occupé des postes de directeur de FTM, chargé d'accompagnement social et responsable d'hébergement de FTM et de résidence sociale. Ali Elbaz, à ma gauche, qui lui est membre du GISTI, qui est un ancien militant de la FTM et qui suit depuis très longtemps les drames et les discriminations vécues par les vieux travailleurs immigrés, les Chibani notamment, mais pas seulement, tous les travailleurs immigrés un peu âgés qui font face aux problèmes. Moi, je vais intervenir brièvement, mais très brièvement, sur une question de discrimination fiscale qui nous préoccupe beaucoup dans les permanences du COPAF. Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté pour que notre député dans ce débat soit M. Eric Coquerel, qui est député de Saint-Ouen et du 93, mais qui est aussi, si je ne me trompe pas, président de la Commission Finances de l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a quelqu'un chez qui j'ai un peu envie de souffler dans l'oreille quelques aménagements possibles, c'est bien. Donc voilà. Donc on va commencer avec Daniel qui va nous parler de la manière que l'animation, si on peut dire, que l'animation de l'intégration des résidents dans la ville, dans la cité, dans la vie sociale, ça s'est évolué au long des 30 ou 40 dernières années. On a beaucoup parlé. Alors appuie sur le bouton. Alors, si. On a beaucoup parlé de Adoma, ancienne zone agotale et ancienne zone agotale. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc vous m'économisez un peu des choses que j'allais dire. On va, c'était très intéressant de la dernière table ronde. Par rapport aux missions des organismes gestionnaires et rôle des responsables des logements foyers et des résidences sociales, il s'agit d'un sujet complexe. Je pense que c'est encore très partiellement connu. Il faut l'aborder pour mieux le comprendre aujourd'hui, d'avoir une idée, je pense que nous tous l'avons, des origines de foyer, ça a été déjà dit tout à l'heure, pas mal, et en lien avec les contextes de la société en général, des particularités des différents organismes gestionnaires, avec ses valeurs, ses finalités et ses pratiques différentes, du contexte institutionnel aussi qui chapeaute et chapeautait les logements foyers, et des traits des résidents, des caractéristiques des résidents qu'on loge, que ces associations gestionnaires ou ces structures gestionnaires logées, ainsi que des usages, des modes d'utilisation des foyers et du positionnement et de l'implication citoyenne des résidents. Je ferai un survol rapide par ordre chronologique. Il y a d'abord la période d'invention des foyers de travailleurs migrants, donc en 1955-1956. Il ne faut jamais l'oublier, à mon avis. La création des foyers c'est une invention française et répond notamment à des impératifs d'ordre public. Il y avait la crainte de développement d'enfants intérieurs pendant la guerre en Algérie.
et répondait aussi au souci de la résorption du mal logement de l'époque, des bidonvilles, etc. Alors, les types de gestion qui prédominaient à cette époque-là étaient celui des Sonacotral, et de donc au foyer étatique, et de la VEF aussi, qui était donc un organisme d'origine patronale. Donc, ces formes de gestion, elle était très sévère. Il s'agissait d'empêcher les gens qui habitaient dans ces logements d'avoir un contact avec l'environnement, etc. Donc il y avait un contrôle social autoritaire très fort, et voilà, donc les publics accueillis étaient très divers, même s'il y avait une prédominance des publics maghrébins. On dénombrait aussi dans certains établissements des personnes qui étaient originaires de plus de 20 pays étrangers différents. Les foyers étaient donc bâtis, comme ça a été dit tout à l'heure, à la périphérie des villes et souvent à proximité des usines. Ils seront progressivement implantés dans l'ensemble du territoire national, dans différentes régions, les bassins industriels, le Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, PACA et l'Île-de-France, région à laquelle je vais essentiellement me référer. À partir des années 60, à côté des foyers Sonacotra et Patronat, apparaissent en Île-de-France des foyers gérés par des associations telles que l'AFTAM, Accueil Qualia et Sundiata, qui a disparu vers l'année 2000, qui avaient des objectifs et des valeurs humanistes. Plus tard, il y en aura d'autres gestionnaires plus petits pouvant relever des mêmes valeurs. Je pense peut-être à la Sotra des années 80 et au foyer de la rue de Charonne à Paris, donc il y a un ancien responsable qui est là aujourd'hui. Donc l'AFTAM voulait en parallèle à l'époque organiser des actions de formation professionnelle en vue d'optimiser un retour au pays d'origine des résidents, quoi. Et Sundiata et AFTAM répondaient aux besoins les plus urgents des résidents dans les pays d'accueil en respectant l'organisation villageoise d'origine et leur hiérarchie traditionnelle qui assurait des entraides en interne et travaillait beaucoup dans la régulation sociale dans les établissements. Le public de ces deux organismes était beaucoup plus homogène que celui des foyers Sonacotra et ADEF. Il y avait eu une prédominance de populations d'Afrique, d'origine d'Afrique subsaharienne. Les responsables des foyers exerçaient des métiers dans une optique plutôt vocationnelle, qu'ils étaient parfois secondés par des animateurs, à la différence des Sonacotral, qui étaient plutôt, où il y avait des responsables qui avaient participé à la garde d'Algérie, étaient des anciens militaires, etc. Bon, c'est assez connu. Bon, dans les années 75-80, c'est la période de fermeture des frontières, les populations de passage vont se transformer en population de peuplement, et il y a lieu le conflit historique des résidents des foyers Sonacotra, qui a été mentionné tout à l'heure. Environ 50 000 résidents dans une centaine de foyers qui ont fait une grève qui a duré 5 ans, contre les augmentations des loyers, mais aussi contre les modalités de gestion autoritaire des établissements. Donc on arrive rapidement, c'est dur de faire la synthèse, au début des années 80, les comités de résidents des foyers, après la lutte de Sonaco, et dans ce cadre, ils restaient ici en France, c'était plus considéré comme c'était plus des populations de passage. Tous les résidents, les comités de résidents des foyers, de tous les foyers, toutes tendances confondues, vont jouer un rôle de plus important au niveau des revendications dans les négociations avec les gestionnaires du pouvoir public. En même temps, ils vont devenir peu à peu des acteurs et des relais pour des actions d'intégration en France. Ils vont aussi jouer un rôle de pont entre les résidents et les organismes qui travaillaient pour le développement de la région d'origine. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Voilà, dans cette période, pour les gestionnaires comme Sundiata et AFTAM, l'accompagnement social faisait partie des fonctions du responsable des sites, même si leur professionnalisation faisait souvent défaut.
les pouvoirs publics vont chercher donc, à cette période-là à connaître et à dessiner un nouveau profil de responsable des foyers. Donc ils vont conseiller fortement le recrutement de personnes avec plus de capacités relationnelles pour écouter et organiser plutôt que d'organiser sans écouter. Donc à partir de là, les responsables des foyers vont commencer à être, c'est-à-dire les gestionnaires vont commencer à embaucher des personnes avec des compétences d'accueil, par exemple formateurs d'adultes, des gens qui avaient travaillé dans la santé, des animateurs socioculturels, des militants d'associations tiers-mondistes et des anciens représentants des communautés. À cette époque-là, il y a aussi la création de l'UNAFO, qui était une fédération des gestionnaires, donc, qui commençait à développer des stages, organiser des stages, des séminaires pour mieux professionnaliser le travail des responsables. Les tâches de responsables à cette époque, c'était de fonctionner comme dans un hôtel ou dans un gardien d'immeuble, en gestion administrative, gestion du personnel d'entretien des ménages, suivi des entreprises, etc. Surveillance aussi, respect du règlement intérieur. Alors, on arrive à la deuxième partie des années 80 jusqu'à la fin des années 90. À l'intérieur du foyer, la vie courante se poursuit. Au niveau du lien social, elle est pour le résident très riche, grâce à l'utilisation des salles et d'espaces collectifs co-gérés avec les responsables des foyers. Il s'agit des lieux de réunion pour des assemblées générales, pour des réunions familiales, des cuisines collectives, réfectoires, parfois des cafétérias, des salles dédiées aux cours de français, une salle de prière, parfois des locaux permettant de réaliser des activités de culture traditionnelle, comme a été évoqué tout à l'heure. Les gérants contrôlent l'état des propriétés et tout ce qui concerne la sécurité de ces espaces communs, et il y a toujours des interlocuteurs du côté des résidents. Le comité des résidents en premier, mais aussi il y a un responsable de la cuisine, un autre de la cafétéria, celui de la salle de prière. Il y a toujours des échanges de proximité avec eux. Quand il y a un problème, il va faire appel à son personnel de propriété ou à l'entretien technique. Les résidents n'étaient pas ni des soldats, ni des enfants. Donc il y avait toujours des adultes responsables qui travaillaient en collaboration avec les responsables des foyers dans ce type de... voilà, donc au cours de cette période, des financements du FAS, du Fonds d'action sociale, commencent à être octroyés pour soutenir des projets d'accompagnement social et des actions relevant de l'intégration. Hein? C'est ça. On va synthétiser un peu. Oui, c'est dur de synthétiser. Bon, je vais y aller. Bon, donc les FAS commencent à soutenir ces projets-là et des organismes gestionnaires vont jouer les jeux, vont développer des actions, parfois avec l'appui des collectivités territoriales, des organismes comme les services sociaux aux immigrants qui est disparu en 2005. Progressivement, une ouverture à l'environnement local s'enclenche. Tout d'abord par l'organisation d'événements comme les journées portes ouvertes, et à l'extérieur aussi, une participation à des journées socioculturelles dans des maisons des jeunes de la culture, animation musicale, etc. Il y a aussi, par exemple, des équipes de football qui apparaissent, et il y a des tournois interfoyers, et parfois ils s'adhèrent à des fédérations sportives du département. Bon, dans cette période, si vous voulez, apparaissent dans plusieurs foyers des actions et projets pilotés par des responsables des foyers ou par des intervenants sociaux. Ils ont comme particularité une co-construction et organisation conjointe avec des résidents en fonction des réalités de chaque foyer. Une implication d'institutions et associations locales, et voilà,
C'est le cas d'une expérience pilote qui a été un petit peu répandue au sein des foyers Subiata à l'époque, hein, à Alfortville. Il y a eu une aide technique à la création au fonctionnement de l'association franco-malienne d'Alfortville pour l'intégration, pour le développement et l'intégration. Donc tout ça. Oui. Hein? On parle d'aujourd'hui un peu. D'accord. Donc, c'est dur de synthétiser tout ça. Et donc, il y a eu des articles qui ont été faits avec Geneviève de Toton à cette époque, en 1990, et avec Jean-Luc Dumont, ici présent, sur l'expérience du foyer d'Alfortville. Voilà. Donc, on arrive à nos jours, avant qu'on me coupe la parole. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette expérience de cette époque-là corroborait plutôt les rapports du secrétariat général à l'intégration de 1992. Moi, je vais les citer. Les foyers ont été longtemps les symboles de la marginalité sociale des Africains, sont aujourd'hui reconnus comme comportant de nombreux aspects positifs. Ils constituent une forme de logement qui favorise le maintien du lien communautaire et un processus de régulation sociale et de solidarité interne. Le lancement des projets de développement dans les villages d'origine n'aurait pas pu se faire sans les cadres des foyers et leur rôle de carrefour traditionnel. Il constitue un lieu à partir duquel il est possible de lancer des initiatives qui impliquent un certain nombre de partenaires de la société d'accueil. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est donc le secrétariat général d'intégration de 1992. Bon, donc on arrive à le jour. 3 minutes à plus, je m'arrête. Ok. Chaque logement foyer a l'obligation légale, comme a été dit tout à l'heure, d'avoir un projet social. Ces projets doivent comporter une partie qui concerne l'accompagnement social, mais dans les faits, il y a des grandes carences pour la mise en place et le suivi et l'évaluation de ces projets. Donc il y a un problème, d'un côté, il y a la loi, il y a les dispositions légales, de l'autre côté, c'est pas respecté. Et personne ne les contrôle. Mais on a parlé aussi du dispositif aide à la gestion locative et sociale, et c'était un autre élément important qui n'a pas été respecté. Et voilà, donc, et à la différence de cette époque-là, avant les années 2000, tout ce qui émerge au niveau local n'est pas soutenu et les lois ne sont pas respectées. Voilà. C'est fini. Ok, nous avons compris que M. Cochrane doit partir bientôt, c'est ça? Je vais partir à 18h15. Après vous gérez. Ok, d'accord. À ce moment-là, moi je vais dire en 2 minutes ce que j'ai à dire. Ali va dire en 12 minutes ce qu'il a à dire, et puis on passe la parole. D'accord? Non. Moi je voulais dire qu'il y a des choses à dire. Voilà, d'accord. Ok. Très rapidement. Nous avons de nombreuses personnes qui viennent dans notre permanence avec un problème avec les impôts. C'est quoi le problème avec les impôts? C'est que dans l'article 6 du Code général des impôts, que peut-être tout le monde connaît par cœur, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et surtout leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa. Autrement dit, tu es en famille, tu prends tes charges, etc. Il n'y a aucune condition de résidence, il n'y a aucune condition de pays où on vit. C'est comme ça, la famille c'est comme ça. Sauf qu'il y a aussi l'article 4 qui suit, les époux font l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. Autrement dit, si vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens et vous n'habitez pas la même adresse, les enfants sont à la charge du parent chez qui ils habitent. Autrement dit, tout le monde qui a une femme au Sénégal, une femme au Mali, une femme au Mauritanie, une femme en Algérie, qui a les enfants là-bas,
En France, vous êtes considéré comme célibataire et vous êtes imposé comme célibataire. Alors, pourquoi est-ce que nous, on lutte, on a essayé d'aller dans le tribunal administratif, on a essayé de faire pression pour que cette mesure change, parce qu'elle est profondément injuste et elle est profondément discriminatoire. Elle est injuste parce que vous avez des pays, par exemple le Burkina Faso, par exemple Centrafrique, par exemple Cameroun, vous avez des pays ou des parties du pays, le mariage par défaut, c'est la séparation des biens, et d'autres parties du pays où le mariage par défaut est la communauté des biens. Donc quelqu'un, un immigré qui arrive en France, qui vient du même pays, il peut être soumis à un régime fiscal complètement différent. C'est complètement discriminatoire parce que vous, citoyens-là, vous avez le droit de contester les impôts qui vous sont demandés sur les 2 dernières années, mais par contre, l'administration, elle a la possibilité de contester l'appréciation de votre imposition pour les 3 années qui viennent. Donc ça veut dire que s'il décide un jour, après examen de dossier, vous êtes marié sur la séparation des biens, et donc vous avez eu à tort le bénéfice des charges de famille pour les 3 dernières années, on change vos impôts et vous pouvez finir avec une ardoise de 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros en remboursement de frais impayés. C'est profondément discriminatoire parce que c'est une discrimination qui n'était pas appliquée pendant très longtemps. Cette loi est dans les textes. Nous avons tracé jusqu'à 1976. C'est la dernière version du Code général des impôts qu'on trouve sur Internet. C'est certainement avant. Il n'était pas appliqué jusqu'à ce que un président, M. Nicolas Sarkozy, et un ministre des Affaires sociales, M. Xavier Bertrand, ont décidé, comme notre gouvernement actuel, qu'il fallait lutter contre la fraude. Et aller lutter contre la fraude, ça veut dire aller chercher ce qui se passe chez les travailleurs et chez les pauvres. Et donc, ils ont déterré ce texte sur la séparation des biens et ils ont commencé à l'appliquer aux travailleurs immigrés. Avant, il n'était pas appliqué aux travailleurs immigrés. Aujourd'hui, peu à peu, ça s'est répandu sur tout le territoire. Tout le monde l'applique. Et enfin, dernière raison pour laquelle c'est une discrimination inacceptable, c'est parce que c'est basé sur la religion, tout simplement. Dans les pays musulmans, dans les pays à majorité musulmane, vous avez le régime de séparation de biens par défaut, parce que c'est ce régime-là qui permet la polygamie. À partir du moment que vous n'avez pas la polygamie, effectivement, le régime de mariage tombe dans la communauté des biens. Donc, toutes ces raisons font que nous, on estime que cette mesure doit être limitée à un plafond donné ou enlevée carrément et que c'est seulement à cette condition-là qu'il y aura une justice fiscale sur les travailleurs immigrés qui travaillent dans ce pays-là. Merci. Bien, bonjour à tous et désolé de perturber l'ordonnancement Michel que tu avais prévu. Mais je dois partir à 18h15 que j'avais calé mon agenda en fonction de la fin de ce débat. Je voudrais commencer par quelque chose par rapport au thème qui nous est proposé ici. C'est une anecdote, vous allez voir qu'il n'en est pas seulement une, qui a eu lieu il y a quelques années. C'était, je crois, je venais d'être élu député de ma circonscription. On se retrouvait dans un débat sur les Jeux Olympiques, puisque ma circonscription est au cœur des Jeux Olympiques. Hein, c'est là qu'il va être installé le village des athlètes, etc. Et on avait une réunion avec quelqu'un qui représentait le COJO, qui était gentil par ailleurs. Et on parle tout d'un coup de la question de la construction du village olympique, qui est situé dans ce qu'on appelle le bas du vieux Saint-Ouen et de Saint-Denis sur les berges de la Seine. Et la personne, donc je parle de ce problème-là, et la personne réagit en disant mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'habitants. Il y avait juste un foyer depuis 40 ans de travailleurs qui était juste installé là, et personne, non seulement s'était soucié, d'abord personne n'avait considéré manifestement, elle était très spontanée, qu'il y avait des gens qui étaient des habitants de Saint-Ouen depuis 40 ans, mais personne non plus n'avait considéré qu'il y avait peut-être un problème à résoudre
avec le fait qu'on allait détruire ce foyer et que rien n'était prévu. Bon. Voilà, c'est une anecdote qui est intéressante parce que ça a été le départ de la mobilisation, je vais y venir, mais je trouve que ça illustre bien la manière dont, dans ce pays, on a considéré, on continue malheureusement souvent à considérer, la question des foyers de travailleurs. Alors, bon, on l'a vu, ça a été dit, je ne vais pas revenir, ça a été dit en détail par Daniel Curbelo, mais effectivement, dès le départ, la conception de ces foyers, que ça remonte à la création, quand il s'est agi de faire en sorte d'héberger 73 000 personnes venant principalement des travailleurs algériens, dès le départ, il y a eu à la fois une notion de contrôle, mais une notion de ségrégation. Donc, clairement, c'est-à-dire les gens ont été repoussés aux périphéries, de la même manière qu'en général, on repousse les classes populaires et les travailleurs dans les périphéries des grandes villes. Bah, là, c'était la même chose, sauf que là, c'était dans les périphéries de la périphérie. Bon. Et ça, c'était évidemment quelque chose de totalement voulu, qui n'était pas du fait évidemment des travailleurs, il n'y avait pas de volonté d'aller dire de se couper du reste de la vie des villes dans lesquelles ils étaient, mais très clairement une vision sociale, une vision, on va dire, également coloniale, de cette question. La première chose que je voudrais dire, c'est, puisque la question c'est pourquoi et comment appuyer l'intégration des résidents, c'est que le comment, c'est par la lutte des résidents. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé en histoire. Que ce soit les mobilisations, ceux d'Acotra dans les années 70, que ce la Grande Grève 75 à 80, que ce soit, je ne vais pas tout citer, mais la mobilisation des foyers Paris 19e en 2001, etc., etc. À chaque fois, tout part d'une mobilisation des résidents qui, quelque part, à la fois, et c'est d'ailleurs deux, je sais que ça va peut-être être le thème d'un débat ou ça va être le thème d'un débat précédent, mais à la fois se mobilisent sur les questions de leur représentation et de leur vie dans les foyers, y compris des conditions matérielles, de loyer, etc., mais souvent en même temps se mobilisent pour, j'allais dire, être intégrés, être considérés partie prenante comme des habitants des villes dans lesquelles ils sont. Les deux se font toujours en même temps. Bon. Et si je reviens maintenant sur la question de l'expérience pratique que j'ai eue en tant que député, c'est-à-dire la question de ces foyers ADEF, on retrouve finalement un cheminement, et j'allais dire, alors je ne dis pas que la solution à la fin du fin sera idéale, mais on se retrouve avec le fait que d'un foyer ADEF qui était depuis 40 ans dans un endroit qui allait être détruit, où on n'avait absolument pas prévu où on allait mettre les habitants, on peut supposer que si ça avait été fait au dernier moment, on aurait envoyé les bulldozers et on les aurait envoyés dispersés dans d'autres foyers très loin de l'endroit où ils habitaient. On termine avec quand même deux foyers dans Saint-Ouen, au cœur de Saint-Ouen, deux foyers de travail. Comment on est arrivé à ça? C'est un peu ça ce qui est intéressant dans l'affaire. D'abord, je l'ai dit, par la mobilisation. C'est parce que les travailleurs se sont mobilisés, et j'allais dire que la sociabilité des foyers, l'organisation des foyers, également avec des délégués, des représentants, etc., facilite cette mobilisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire là à des gens qui sont atomisés, individualisés, et qui se retrouvent confrontés, j'allais dire, à quelque chose d'injuste. La plupart du temps, et c'est heureux, on se retrouve avec des corps constitués, collectifs, sociaux, qui se mobilisent. Et c'est ce qui s'est passé. Première chose, des manifestations en nombre qui ont représenté tout le foyer. Deuxième chose, dans ces cas-là, j'allais dire, il vaut mieux trouver des alliés. Et des alliés potentiels, c'est notamment des élus. Voilà, ça a été, moi en l'occurrence, ça a été d'autres élus de Saint-Ouen, des milieux militants, pour faire montrer une pression. Et puis à partir de là, on a quelque chose qui se joue sur la gêne que ça peut occasionner. Si on a une lutte de résidents dans un foyer, par exemple là en l'occurrence qui devait être détruit, mais ça peut être d'autres actes de mobilisation, et que par leur mobilisation, ils gênent entre guillemets un processus qui a été décidé, là c'est la construction d'un village olympique. Bon, au bout d'un moment, les autorités essayent de juger entre les deux ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux se payer des mois de confrontation, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver une solution? Là, en l'occurrence, l'idée a été de se trouver une solution, et on a établi, Michel en a été aussi partie prenante, avec un préfet, avoir un espèce de cahier des charges qui est passé par un hébergement transitoire le temps que les deux foyers nouveaux soient construits dans Saint-Ouen, avec un certain nombre de cahiers des charges mis sur la table par les résidents. Ils n'ont pas tout obtenu
pour X raisons, qui est aussi la transformation actuelle des foyers résidents par rapport aux anciens, et notamment des lieux de sociabilité moindres, c'est vrai, collectifs moindres, mais il y a eu quand même un cahier des charges dans lesquels il y a eu un certain nombre de choses qui ont été obtenues, y compris d'un point de vue financier, et on est arrivé donc avec le fait que ces deux foyers vont ouvrir dans l'un bientôt au mois de mai, et fin mai, je crois, et le prochain dans environ un an. Ça, c'est le cas. Alors après, il y a comment tout ça s'intègre dans la vie de la société. Parce que dans la plupart des cas, là en l'occurrence la municipalité au bout d'un moment s'est appuyée ces dispositifs, il y a une première réaction, parfois d'habitants et de riverains, qui est une réaction un peu de crainte, de méfiance. Là, ça a été le cas à deux reprises. D'abord pour la question du foyer temporaire. Alors, première chose qui a aidé et facilité, c'est vrai que ça facilite quand il y a une mairie qui a envie, par exemple, d'organiser des rencontres avec les voisins, avec les associations, de faire en sorte qu'il y ait des journées portes ouvertes dans les foyers, de façon à ce que les gens voient ce qui s'y passait. Et par exemple, pour vous donner une idée aussi, dans le foyer temporaire qui a été installé, il est installé à côté d'une cité à Saint-Ouen qui s'appelle la cité Charles-Schmitt. La cité Charles-Schmitt, c'est un four, d'accord? On dit, c'est un lieu de trafic de drogue très important. Et ce qui s'est passé, c'est que la sociabilité et l'organisation, j'allais dire collective, des travailleurs dans leur foyer, je peux vous assurer qu'autour du foyer, dans les rues adjacentes, il n'y avait aucun trafic de drogue. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette vie active dans le quartier a été un repoussoir par rapport aux trafiquants de manière importante, et ne serait-ce que parce qu'ils n'avaient pas intérêt qu'ils arrivent dans le foyer par rapport à des gens qui y vivent, etc., qui souvent ont des organisations collectives qui permettent, j'allais dire, de se connaître, tout ce monde se connaît, d'avoir une organisation de vie qui est différente souvent que nos cités, où c'est plus toujours le cas aujourd'hui. Donc, premier élément, quelque part, eh bien, c'est un élément, j'allais dire, de paix dans un quartier. Je ne sais pas comment j'exprime peut-être, mais c'est un élément qui est apaisant, et les riverains ont tout de suite reflété cet état d'esprit. Après, il y a eu un deuxième problème pour un des foyers qui devait être construit, où les habitants, malheureusement, ont même fait un recours qui a retardé d'un an la construction, et là aussi, il y a eu un travail qui continue à être fait de façon à ce qu'on ait différentes formes d'intégration. Alors ça passe, je l'ai dit, par des rencontres avec les riverains, ça passe par le fait d'aller dans les fêtes de quartier avec une facilitation quand une mairie permet, ça va tout de suite mieux, ça passe par le fait d'accueillir des militants dans le quartier. Et donc là aujourd'hui, les deux foyers ne sont pas encore construits, mais il y a tout à penser qu'ils vont s'intégrer parfaitement parce que tout a été préparé à l'avance dans des villes de quartier qui aujourd'hui représentent encore une mixité sociale assez intéressante à Saint-Ouen. Saint-Ouen, ça se gentrifie à vitesse grand V, mais pour l'instant, on n'en est pas là encore. Et le fait que ces foyers restent à Saint-Ouen, c'est aussi, je trouve, le fait de conserver, j'allais dire, un ancrage populaire de travailleurs dans cette cité. Donc c'est aussi un élément qui permet justement de lutter contre cette gentrification. Voilà un petit peu pour ma part ce que je voulais dire sur le thème. Je ne décris pas là un conte de fées qu'on se comprenne bien. Hein. Je vous l'ai dit, il y a eu des recours, donc il y a des méfiances de gens, etc. Mais n'empêche, grâce à la mobilisation, grâce à un moment donné à, j'allais dire pour le coup, un travail pas assez efficace avec la préfecture et avec les élus, et les modes de représentation des foyers qui permettent, et c'est très important, et je finis là, à des délégués de représenter l'ensemble du foyer, des délégués qui vont devant les assemblées générales vérifier que ce qu'ils disent, ce sur quoi ils travaillent, hein, puisqu'il y a des comités de pilotage réguliers qui se sont réunis pendant ce processus, va vérifier qu'ils ont bien l'accord des personnes qui les délèguent, eh bien, ça crée des résultats qui peuvent évidemment être très efficaces. Voilà ce que je voulais dire sur ce dont j'ai été témoin, et je voulais pas terminer sans remercier à la fois André Torigna pour cette initiative, le COPAF Terre Solidaire, et voir le nombre que vous êtes, c'est une initiative qui manifestement, y compris avec les intéressés, qui avait toute son utilité. Je vous en remercie.
n'ai pas répondu à la question, je vais l'examiner très sincèrement. Je veux bien, moi, me faire comment dire, essayer de régler cette question. Je l'ai entendu rapidement, Michel. Le problème, c'est qu'en France, on travaille sur des foyers, des impôts de résidents, et non pas de nationalité, par foyer, fiscaux, ça c'est tout le monde. Donc je suppose que la question, elle se joue là. Maintenant, à mon avis, il y a deux choses. La question de la rétroactivité, si j'ai bien compris, qui se pose. Là, en ce moment, ils sont en train de vanter au gouvernement ce qu'ils appellent, entre guillemets, le droit à l'erreur, c'est-à-dire le fait de pouvoir effacer des dettes quand c'est des dettes d'impôt quand c'est manifestement basé sur, j'allais dire, quelque chose qui est, bon, à mon avis, ça peut tout à fait rentrer là-dedans, et on peut, à mon avis, négocier là-dessus. Hein. Je pense que ça, c'est une voie, à mon avis, qui me semble tout à fait possible. Et quant à la suite, il faudra réfléchir à ce qu'on pourrait activer. Et là, à ce stade, je ne veux pas m'aventurer dans des réponses qui après seraient contredites par les faits, mais je suis disponible pour qu'on en discute bien évidemment. Bon, je vous remercie, Eric. Je voulais juste ajouter malgré tout que si la lutte des résidents à Saint-Ouen a pu obtenir les résultats qu'il a eu, c'est parce que l'enjeu et surtout le calendrier des Jeux Olympiques était un levier formidable entre leurs mains pour en fait obliger les interlocuteurs à ne pas jouer au rapport de force, etc., parce que jouer au rapport de force, ça veut dire que le calendrier était foutu. Donc il faut aussi reconnaître cet aspect-là. Mais je suis d'accord avec vous. Je dois ajouter, Michel, juste oui, tu as raison, mais s'il n'y avait pas eu mobilisation très forte et appui, le rapport de force ou pas, je dis juste qu'il y a quelques semaines, ils ont expulsé entièrement un squat Unibéton à l'île Saint-Denis, à côté du village, le plus gros squat de travailleurs, de migrants et de réfugiés de l'Île-de-France, qui en plus de ça servait en plus de centre d'accueil, comme il n'y a pas de centre d'accueil d'Isle-de-France, ils l'ont expulsé en 3 heures, en mobilisant. Donc oui, ça, je veux dire, le fait qu'il y ait les jeux, tu as raison de dire que ça c'était le levier, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais n'empêche, il fallait aussi la mobilisation. Et puis, le fait d'avoir des élus qui s'y mettent, je pense que c'était aussi la condition. Parce que malheureusement, ils savent aussi utiliser les bulldozers. On passe la parole à Ali Elbaz, qui va développer un peu sur le sort des retraités et des personnes âgées dans les foyers. Bonjour, je crois que je vous apprends bien si que le gouvernement s'est mis dans une politique, je dirais, de telle sorte que de dire quelle est la première préoccupation des Français. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas les questions de l'environnement, ce n'est pas la question de la santé, c'est les migrants. Et donc, on a entendu, je dirais, Bruno Le Maire qui déclare que les aides sociales ne sont pas faites pour être transférées au Maghreb, Gabriel Attal qui dit un plan contre la fraude sociale, sans parler bien sûr de Gérard Darmanin qui nous prépare pareil, une loi sur l'immigration dans laquelle il n'arrête pas de parler. Voilà. Il fixe un objectif, c'est, dans le foot, on dit faire une feinte. Hein. C'est, il y a des problèmes, il y a des préoccupations. Ah ben non, on se dirige vers autre chose. Lequel on s'attaque à quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, faible. D'abord, majoritairement, bien sûr, on n'a toujours pas le droit de vote pour les étrangers. Et d'autre part, quand on regarde un petit peu la réforme de retraite qui a été, je dirais, rejetée par l'ensemble des Français, eh ben, un amendement de la droite au niveau du Sénat, adopté bien sûr par le gouvernement et qui passe en silence. C'est quoi cet amendement-là? Je vais juste faire une petite parenthèse sur la question de l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Vous savez, c'est un petit complément qui est offert pour les personnes qui ont des petites retraites, 300, 400, 500 euros, et donc on augmente le montant jusqu'à hauteur de 960. D'accord? Ça, cette augmentation, c'est ce qu'on appelle l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'est un petit peu comme ce qu'on appelait avant le minimum en vieillesse. Et cette aide-là, elle est conditionnée par une résidence en France de 6 mois et 1 jour. D'accord? Donc il y avait, à un moment, il y avait un
un harcèlement, je dirais, de la part des caisses nationales d'assurance vieillesse, des CARSAT et tout ça, sur le fait de la résidence. Donc on vérifie votre passeport, est-ce que vous avez vécu ici 6 mois? Maintenant, on est passé, donc tout le monde signe, quand vous percevez l'ASPA, vous signez une déclaration comme quoi vous respectez le fait de résider en France 6 mois et 1 jour. Là, la loi elle est passée à 9 mois. Ça veut dire que vous ne pouvez pas quitter le territoire pendant plus de 3 mois. Ça veut dire qu'on maintient ici les migrants, surtout quand ils sont seuls, âgés, tout ça, à résider en France pendant une durée de 9 mois. C'est passé en douceur, c'est vrai que tout le monde était fixé sur 62-64. Et là, on te fait passer, je dirais, un truc, je dirais, c'est ce qu'on appelle de la mesquinerie, mais c'est pire, je dirais. On s'attaque à des pauvres. On s'attaque à des pauvres. Alors, pas seulement ça, on rajoute, on va créer, il y a un fichier déjà, les caisses ils peuvent avoir accès à ce fichier-là au niveau des transports aériens pour vérifier est-ce que vous avez voyagé ou pas. Est-ce que vous avez globalement, est-ce que vous avez quitté le territoire pendant plus que 3 mois. Si vous l'avez quitté, vous le remboursez toutes les sommes. Bien sûr, alors pour les personnes, bon, je ne connais pas, je suis de nationalité marocaine, donc je connais un petit peu les banques marocaines, il y a des personnes qui ont des comptes dans les banques marocaines. Ça c'est fini pareil, ils ne peuvent plus avoir des versements dans les banques étrangères. Alors, je ne sais pas moi. Et la dernière chose, pour les retraités, il y en a beaucoup de retraités qui vivent dans les pays d'origine. Hein. Par exemple, surtout les Maghrébins, majoritairement. Hein. 93% des Africains, les retraités sont des Maghrébins. Et ils envoient un certificat de vie chaque année pour dire voilà, je. Et là, ils ont fait pareil, il y a un article 28, ils l'ont introduit, c'est la biométrie. Globalement, on va vous. Il y a une application, c'est ça, vous photographiez, comme ça vous reconnaissez, est-ce que c'est vraiment vous qui êtes vivant ou pas, vraiment. Alors, donc, quand on demande à une personne qui peut-être n'a même pas d'internet, n'a même pas de portable, d'avoir une application, de savoir s'en servir et de se photographier pour que la CNAV ici puisse vérifier est-ce que vous avez. Oh. Après, je reviens, j'arrête parce que juste sur la question du non-recours à l'ASPA. Vous savez, l'ASPA ou ce qu'on appelait le minimum vieillesse, avant on ne l'avait pas, nous les étrangers. C'était suite à différentes luttes qu'on a obtenues qu'en 98. Et après, quand on regarde un petit peu les personnes qui ont le droit, alors étrangers comme français, hein, les personnes qui ont le droit à l'ASPA et qui ne savent pas que ça existe, c'est 34 à 49% de personnes qui ont le droit, mais sauf qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit. C'est comme si, à un moment, mais ça c'était en 2018 ou 2019, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse reconnaît qu'il y a un problème au niveau de le différentiel entre la retraite et la retraite complémentaire. Ici en France, depuis 1975, on a la retraite complémentaire. Donc toutes les personnes perçoivent la retraite et la retraite complémentaire. Encore que, il faut faire la demande. Mais moi, beaucoup de gens méconnaissent cette démarche-là. Donc quand tu parles avec lui, vous avez la retraite, oui j'ai la retraite. C'est vrai, il a sa retraite. Sauf qu'il a oublié de faire la demande à la retraite complémentaire. Si vous ne faites pas la demande à l'AGIR, il ne vous le donne pas. Et donc on regarde quand il y a un tiers de personnes qui habitent dans les pays d'origine, ou dans le cadre de la réversion, qui ne bénéficient pas de la retraite complémentaire. Je dirais, il y a une escroquerie monumentale faite au détriment des personnes. Alors moi, des fois, ça me fait rire quand on parle de fraude. Hein. Je dis qui fraude qui hein. Est-ce que c'est pas l'État français qui fraude les vieux étrangers? Après, il y a là, puisque je profiterai de la présence de notre président de la Commission des finances, sur une aide, alors elle est inconnue. Ça a été fait par Borloo dans le cadre de la loi Dallot, en 2007. Avant, ça s'appelait l'aide à la réinsertion familiale et sociale. Monsieur Borloo avait dit, je me rappelle, il a visité un foyer à Gennevilliers. Moi, je ne veux pas assigner à résidence les personnes ici, parce que l'ASPA est conditionnée par la résidence. D'accord? Moi, je vais créer une autre aide qui permettra aux personnes de ne pas résider en France et ils peuvent retourner.
Alors bien sûr, c'est conditionné par, il faut habiter dans un foyer, donc il faut le quitter, il faut avoir 15 ans, il faut être seul, et bien sûr, après, vous n'avez plus droit à toutes les prestations. D'accord? Donc, et cette loi-là a été faite en 2007. Le décret d'application, il est sorti en 2014. Quand il est sorti tordu, dans lequel vous faites la demande, d'accord, vous quittez le foyer, pour le renouvellement l'année prochaine, il faut que vous habitez dans le foyer. Vous ne pouvez pas habiter dans le foyer, puisque vous habitez dans le pays d'origine. Ils se sont aperçus de leur connerie. Alors, parce qu'il y avait une vingtaine de personnes, bénéficiaires. À un moment, au départ, ils ont budgété 10 millions d'euros. Je dis bien 10 millions d'euros. Ils ont considéré qu'il y avait, je sais pas, 30 000 personnes qui allaient revenir. Et après, l'autre année après, ils ont budgété 1 million d'euros. Sauf que ça ne pouvait pas marcher, puisqu'il y avait une vingtaine de personnes. Et là, en fin de compte, ils sont aperçus, là, en 2021, ils ont fait une loi rectificative. Donc, vous pouvez faire la demande et repartir chez vous, et vous faites le renouvellement de chez vous sans habiter en foyer. Alors bien sûr, cette aide-là, pourquoi elle n'est pas très intéressante? Parce qu'elle est de l'ordre de, on vous complète jusqu'à 660 €. Globalement, il y a un différentiel entre l'ASPA et cette aide-là de 300 €. Et je demande que, si c'est possible, je dirais, à la rigueur, je dirais qu'on l'augmente à 800 €, ça pourrait aider beaucoup de vieux migrants à partir des définitives. Voilà. Voilà, on remercie tout le monde. On va ouvrir un petit espace de 15 minutes aux questions pour les gens qui veulent poser des questions. Juste en préalable, je voudrais dire, quelqu'un m'a rappelé quand j'étais dehors que j'avais oublié lorsque j'ai mentionné le décès de Jacques Caillou le 12 avril qu'il y a une commémoration publique de lui organisée à la place Saint-Germain-des-Prés dimanche à 14 h. Donc ils m'ont demandé de faire communiquer ce message. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses à dire? Une personne qui payait ses impôts jusqu'à présent en France, qui habitait au foyer, qui est parti à la retraite, qui est parti rejoindre sa famille, on lui demande encore de payer des impôts alors qu'il est au Sénégal. C'est-à-dire qu'il a été marié, père de 7 enfants, il a été démarié, c'est-à-dire qu'il a été divorcé pour être célibataire. Maintenant qu'il est retraité, il est rentré chez lui, impôt de cette année, il vient de lui faire parvenir la fiche pour lui dire que bon, il faut qu'il paye. Bah, moi j'ai été aux impôts lundi dernier, pas plus tard, pour dire aux messieurs, au contrôleur fiscal, que maintenant son foyer fiscal n'est plus en France, son foyer fiscal c'est au Sénégal. Comment il fait? Comment il doit faire? Parce que maintenant il ne réside plus au foyer. En fait, il a son adresse au foyer pour récupérer ses papiers et tout ça. Ah, il m'a dit non, c'est pas le foyer principal. Moi, je lui ai fait comprendre que le foyer principal se trouve au Sénégal auprès de sa famille. Ici, vous aviez mis célibataire dans ses comptes, alors qu'il ne l'était pas. Que dans ses anciens papiers, c'était bien marié. Et vous avez enlevé marié pour mettre, c'est la fraude. Je lui ai fait comprendre que c'était la fraude, que les impôts faisaient faire des résidents, des célibataires, alors qu'ils ne l'étaient pas. Maintenant qu'il est au Sénégal, qu'il vit en famille, qu'il est bien marié, qu'il n'est pas célibataire, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit réagir par rapport aux impôts? Voilà, merci. Je ne sais pas si on va faire des réponses comme ça. Si vous voulez, quand une personne elle quitte le territoire, elle peut informer le service du fisc en disant voilà, moi j'ai quitté, je n'habite plus en France. Ça n'a rien à voir avec le foyer. Vous n'habitez plus en France, donc vous n'êtes plus fiscalement. Donc voilà, bien sûr, on déclare toujours, c'est de la dernière. Donc si je pars maintenant au Sénégal ou au Maroc, l'année dernière j'étais ici, donc je vais bien payer les impôts de cette année-là. Sinon, normalement, soit le foyer, ça veut dire le centre d'intérêt, ici, ou bien les 6 mois. C'est ça la base de la fiscalité. Vous déclarez vos impôts si vous habitez en France pendant plus de 6 mois. Si vous habitez moins de 6 mois en France,
vous n'avez pas à déclarer vos impôts en France. Vous le déclarez au Sénégal ou ailleurs, là où vous résidez. C'est ça, je dirais, la loi, concernant la déclaration fiscale. Après, la question de tout à l'heure, je rajoute juste quelque chose tout à l'heure. C'est vrai que les pays musulmans ont comme régime la séparation des biens. C'est pas parce que c'est pas pour des raisons de polygamie. Hein. Parce qu'en France aussi, il existe. Bien sûr, le régime général, c'est la communauté de biens. Mais n'empêche, le régime de la séparation des biens, il existe comme un choix. Et ça ne veut pas dire que la France, il existe la polygamie. Hein. C'est juste... Après, je rajoute juste sur la question des impôts, on a un rassemblement devant le ministère des Finances le 8 juin, dans le cadre du racket et tout ça. J'espère qu'on sera nombreux devant le ministère des Finances le 8 juin. À quelle heure? Je crois à 14h. Merci à tout le monde, à mes collègues délégués. Moi, je dis tout simplement que la meilleure attaque, c'est la défense. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, je pense que nous sommes désunis complètement contre Adoma. Chacun, et nous sommes esselés. Au lieu de nous unir et attaquer Adoma, nous sommes en France. Sur le plan du droit, ils ne respectent ni les droits de l'homme, ni leurs propres règlements, et donc on ne peut pas perdre. C'est pour ça que nous, je suis de la Courneuve, on fait tout pour attaquer Adoma à la justice. Donc saisir les droits de l'homme, les ligues des droits de l'homme, et attaquer, porter plainte contre Adoma devant les juridictions en France. Voilà. Donc, on peut pleurer, on peut chacun seul, mais si nous sommes, ça fait depuis longtemps, chaque foyer attaque Adoma selon sa propre vision. Mais nous n'avons jamais utilisé la justice. Donc, il faut utiliser la justice, les droits de l'homme. Adoma pratique de la corruption, juste pour finir en deux lignes. Chez nous, les douches et les toilettes fonctionnaient, pas de problème. Un matin, ils se sont réveillés, il y a une société, c'est des sans-papiers qui ne parlent aucune langue que nous connaissons, c'est je dis bien des sans-papiers, sans tenue de sécurité, ils sont venus, ils ont détruit les toilettes et les douches. À ce jour, on ne peut pas prendre de douche. Ça fait maintenant 28 mois. 28 mois. Donc, je pense que nous avons tous pour gagner Adoma. Et donc, il faut s'unir. Nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas du tout solidaires. Il faut se solidariser et attaquer Adoma en justice. Voilà. Merci beaucoup. Bon, moi c'est M. Bara Saïdou Amadi, j'habite dans la résidence à Devastin. Je sais que le problème des foyers, c'est les personnes qui sont à mobiliser. Il faut mobiliser. Moi, Estin, presque c'est bien réglé. On a vu des problèmes de l'eau chaude. On a des salles. S'il y a un problème de l'eau chaude, c'est moi-même qui prends les modifications, je laisse le monde travail. J'ai ouvert les salles, je bloque le bureau des gérants. Pour les problèmes, ça va régler. Et puis les personnes qui sont titulaires, peut-être il y a 5 personnes, 6 personnes. Après, beaucoup de monde qui sont partis pour aller travailler. Moi, j'ai assisté jusqu'à les voyants qui déplacent. Il vient dans la résidence, il vient avec les techniciens pour régler les problèmes. On a manqué pour faire les mobilisations pour les foyers. Il faut être solidaire. Si vous voulez régler les problèmes, il faut prendre tout. Si vous dites après 5 personnes qui vont aller pour assister des réunions ou pour aller faire les manifestations, ça ne passe pas. Il faut mobiliser. Nous, on sent de tous les canaux. La règle d'ici, on sent des canaux. Tu payes 226, presque 200 et quelques euros. Nous, on a tout changé. Donc, tous les problèmes, c'est qu'on n'a même pas de chauffage.
C'est ça qui c'est le problème chez nous. Il n'y a pas de surface. Il y a parfois problème de l'eau chaude. S'il n'y a pas de l'eau chaude, je bloque le bureau. Et tous les problèmes sont là. C'est comme ça que je fais. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Silla Idrissa. J'ai 57 ans de vie dans les foyers. Tout ce que vous avez dit ici, maintenant Sonacotra, mais maintenant vous avez tous parlé des gérants. Les gérants maintenant, ce n'est plus une résidence sociale, c'est une résidence économique. Parce qu'on ne s'occupe pas du tout des résidents. Même les vieux, pour remplir leur formulaire, on leur dit « Ah, on n'est pas là pour ça ». Mais par contre, si vous absentez de 2 mois, on va vérifier bien votre chambre. Si vous n'êtes pas là, on fait un rapport, on vous assigne au tribunal. Pour vous expulser, est-ce qu'ils ont le droit d'aller à votre absence dans votre chambre, épouiller sous le lit, s'il y a un drap, s'il y a un matelas, tout au hasard, après on voit un rapport en disant, bon, ben, vous n'êtes pas seul chez vous. Mais est-ce qu'ils ont ce droit-là? Et puis, avec la complicité du gouvernement, Adoma aussi, c'est l'État. Il ne faut pas qu'on oublie, hein, c'est l'État, Adoma. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Maintenant, ils ont une politique d'autruche pour pouvoir expulser les gens de Sud-Sahariens en se basant sur ça seulement. Au bout de 3-4 mois, vous êtes assigné au tribunal, directement. Alors, d'après ce qu'on dit, moi j'ai eu une réunion avec eux, on nous a dit que, j'ai dit arrêtez de dire, on nous a dit qu'il faut avoir les preuves. Que vous n'êtes pas seul dans votre chambre, on va vous expulser. Arrêtez de dire ça. Ce n'est pas humain, ce n'est pas du tout responsable ce que vous dites là. Mais en réalité, quand vous n'êtes pas là, ils savent très bien à quelle heure que vous rentrez, ils savent très bien à quelle heure que vous partez, ils vont rentrer chez vous et en ouvrant la porte, et rentrer chez vous et fouiller. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, excusez-moi. Bonjour mon frère, bonjour madame, mademoiselle. Je vous remercie depuis le temps que ça fait un moment que 3 heures d'état ou 2 heures d'état on est là. On vous remercie l'organisation que vous avez nous rappelé quand on vient ici. Mais vous avez nous rappelé comment on vient ici pour connaître notre avis quoi. Pour connaître notre avis, comment on vit dans les foyers. Ça, ce côté, on vous demande des excuses, quoi. Parce que ça, on sait que tout le monde ne peut pas prendre les paroles. Parce qu'on est presque 30 personnes, 40 personnes, 30 personnes, on ne peut pas passer, tout le monde ne peut pas passer la question, quoi. Mais si on trouve 10, 5 personnes seulement, ils ont déjà parlé, tout ce qu'ils ont déjà dit, c'est notre but. Ça, c'est notre but de nous tous. Ça, c'est notre but de nous tous. Chacun ne peut pas prendre le micro pour parler. Vous remercie l'organisation, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur les responsables des associations qui nous invitent ici. On vous remercie. Mais, notre frère, il a parlé de quelque chose. On sait qu'en France, c'est un pays de loi. C'est un pays de loi. Est-ce que dans ce pays de loi-là, est-ce que ça c'est une parole de... Moi je pense que ça c'était avant quoi. Est-ce que maintenant, si c'est vrai qu'il y a un pays de loi, est-ce qu'on respecte la loi? Il dit que nous on respecte la loi, est-ce qu'eux aussi respectent la loi? Nous sommes les êtres humains comme vous. Nous sommes une personne comme vous. Si nous respectons la loi, eux aussi doivent respecter nous. Et notre frère, il a bien parlé tout à l'heure. Un agent, il peut venir chez nous. Un policier ou un agent, il vient, il rentre dans les foyers. Il ne demande même pas ce qui est responsable. Il ne demande même pas ce qui est délégué.
Direct, ils montent dans ta chambre, ils montent dans tous les tâches, ils montent. Vous voyez, quand tu rentres dans les foyers, imagine, mon frère, imagine, monsieur le député, imagine, monsieur le maire, est-ce que je peux rentrer chez toi sans klaxonner? Je ne peux pas rentrer chez toi, c'est une preuve quoi. Si je n'ai pas une autorisation de rentrer, ça nous manque de respect. Chaque organisation, chaque foyer, il y a les responsables. Chaque foyer, il y a les responsables. S'il y a un mandat d'arrêt, si vous avez un mandat, donc normalement, quand vous arrivez au foyer, il faut demander les responsables du foyer. C'est qui le délégué? Ok, il faut résumer. Hein, bon, c'est bon, je ne peux pas parler beaucoup, quoi. Parce qu'ils ont déjà tout dit, quoi. Allez, merci. Je veux remercier l'organisation. Bon, excusez-moi de prendre la parole des fois, c'est juste une question que je vais poser par rapport aux résidences sociales. Ça concerne directement les bailleurs. Parce que sur le rapport de la CILPI, le résident social, donc on est censé être accompagné vers un logement adapté. Donc est-ce que les bailleurs ils rendent le rapport annuel des gens qu'ils ont accompagnés hors du foyer? Voilà, parce qu'ils touchent des subventions pour accompagner. Ils disent qu'accompagner les résidents vers un logement adapté. Donc c'est juste ça que je vais pointer mon doigt. Est-ce qu'ils font le rapport annuel? Parce que sur le rapport de la CILPI, c'est bien marqué. Voilà, merci. D'après la loi, il s'agit d'un logement transitoire. Ce n'est pas un logement durable. Et dans les faits, il y a des dispositifs pour accompagner les résidents, en théorie, c'est-à-dire il y a des dispositifs pour accompagner, ça fait partie du projet social du début. Ils doivent faire un accompagnement pour les gens pour qu'ils puissent sortir du foyer s'ils le souhaitent. S'ils ne le font pas, ils s'appliquent pas la loi. D'accord. Donc juste deux, trois petites choses pour dire par rapport à la question qui était posée sur les gérants ou le personnel de gestionnaire qui entre dans la chambre. Alors, il y a une loi qui a été votée sous Céline Cécile Duflot, lorsqu'elle est ministre du Logement, qui dit grosso modo que tout article dans le règlement intérieur qui n'est pas conforme à la loi est considéré comme non écrit. Exactement. Donc, à ce moment-là, la loi, elle dit que les règles du CCH qui gouvernent la gestion des logements foyers disent qu'une visite dans la chambre doit être annoncée ou bien par affiche, ou bien par lettre personnelle, au moins 3 jours avant son exécution. Alors, très souvent, ils ne respectent même pas cette petite limite-là. Alors, nous, au COPAF, on tient une permanence, mais je pense que la plupart des gens ici sont d'accord, on tient une permanence et une partie de notre activité, c'est d'écrire des lettres recommandées aux gestionnaires. Parce que ce que disait le monsieur sur le fait qu'il faut attaquer le gestionnaire en justice, bon, c'est vrai, il faut multiplier les attaques du gestionnaire en justice. Mais qu'est-ce qui freine ce mouvement judiciaire? C'est le fait qu'on a du mal à accumuler les preuves qu'on raconte, les constats d'huissier, les attestations, les témoignages qui font que le dossier puisse être entendu. Je veux juste donner un exemple au foyer Manouchian, que je pense que certains d'entre vous connaissent bien, à Vitry. On a eu une expulsion parfaitement illégale d'un quelqu'un qui n'avait pas de contrat, qui était un remplaçant pour le monsieur qui avait été décédé de sa chambre. Là, on a dépensé un certain effort, à la fois en énergie et aussi en argent, pour constater l'expulsion, pour constater le fait que le monsieur habitait dans le foyer depuis longtemps, pour constater le fait qu'il payait le loyer à la place de la personne expulsée. Finalement, quand ADEF a reçu la sommation d'apparaître devant le tribunal, ils ont téléphoné en disant « Écoutez, est-ce que ce monsieur veut un logement? On est d'accord pour lui proposer un logement à condition qu'il laisse tomber sa place. » Donc voilà, donc, ça veut dire que c'est intéressant d'attaquer les gestionnaires. Juste deux petits points avant de finir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il y a des mobilisations qui sont programmées dans l'avenir immédiat. Demain soir, il y a une réunion qui doit organiser un comité de soutien au foyer Edouard Branly
73 rue Edward Brownlee à Montreuil. C'est demain soir à 19h. Samedi après-midi à 16h, la mairie de Montreuil inaugure en grande pompe le foyer de la rue Barra, 18 rue Barra, à Métro Robespierre à Montreuil. Ça sera l'occasion, surtout pour les foyers montreuillois, pour aller dire qu'est-ce qui ne va pas bien dans le foyer et pourquoi tout ce type de communication les dégoûte un peu. Et puis, lundi matin, peut-être, je ne sais pas si quelqu'un l'a parlé ou pas, dans le débat sur le comité de soutien, lundi matin à 8h, les résidents des foyers amandiers organisent une sorte de blocage de leur foyer parce qu'il y a un nombre important d'expulsions qui sont menacées dans ce foyer-là. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre attention.